Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Assises de la parité. J'ai le plaisir d'être présent toute la journée avec vous dans cette salle pour vous annoncer les différentes séquences qui vont s'enchaîner toute la journée pour parler inspiration. Et pour débuter cette belle journée, nous allons commencer par Marilyn Guillaume, qui est Knowledge and Insights Director chez Kantar et qui va vous parler en vidéo du baromètre Kantar sur la parité. Bonjour, je suis Marilyn Guillaume et je suis Insight and Knowledge Director chez Kantar et je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter les résultats de cette étude exclusive que nous avons menée pour les assises de la parité. L'objectif cette année était vraiment de répondre à une question, c'est de comprendre comment les entreprises pouvaient aller vers plus de parité. Et pour cela, on a demandé leur avis à un panel de Français et de Françaises, 1000 Français et Françaises, âgés de 18 ans et plus que nous avons interrogés au mois d'avril. Ils nous ont donné leur opinion et finalement, ça nous a permis de répondre à 3 questions. Où en sommes-nous en 2023 en matière de parité? Quels sont les outils à disposition des entreprises et comment aller plus loin? Première réponse et qui est intéressante, c'est que la parité est sous le signe de la stabilisation en 2023 et c'est une très bonne nouvelle puisque ça veut dire que malgré finalement un contexte incertain depuis déjà 2 ans, la parité se maintient comme un sujet incontournable pour 74% de la population et important en matière d'action politique pour 81% de la population également. Et ça, les femmes comme les hommes nous le disent. Par contre, cela confirme qu'il y a encore une marge de progression importante et notamment quand on écoute les femmes qui trouvent davantage que les hommes qu'on est en retard par rapport à d'autres pays d'Europe et qu'en entreprise, même si on parle de la parité, ça n'évolue pas suffisamment. Alors, comment faire pour pousser les choses encore plus loin et quels sont les outils à disposition des entreprises? L'étude a révélé 3 principaux outils. Il y a l'index de l'égalité femmes-hommes, le fait de combattre le sexisme ordinaire et de valoriser les nouveaux managements. L'index de l'égalité femmes-hommes est un levier de fidélisation et c'est en ça qu'il est si intéressant. Le fait de travailler pour une entreprise qui a un score élevé est source de fierté et donne envie de rester en fait, pour plus de la moitié de nos répondants. Et même ceux qui ne connaissent pas le score de leur entreprise déclarent que le fait de le connaître pourrait changer l'image qu'ils ont de leur entreprise. C'est encore plus marqué auprès des 18-34 ans, qui eux sont 30% à nous dire que le fait de connaître ce score pourrait leur donner davantage envie de rester ou de quitter l'entreprise dans laquelle ils sont. Donc vraiment un fort levier, mais un levier largement inexploité, puisque seulement 32% connaissent le score de leur entreprise. C'est dommage, et c'est encore plus dommage parce qu'auprès des femmes, c'est seulement 27%. Deuxième levier, combattre le sexisme ordinaire. Le sexisme ordinaire porte bien son nom puisque c'est quelque chose relativement courant si on en croit nos réponses, puisque plus de la moitié des hommes ont été confrontés au moins à un des comportements qu'on leur a proposés, et c'est soit 78% pour les femmes, donc c'est énorme. C'est d'autant plus fort que ce ne sont pas seulement des blagues sexistes, ça peut être se sentir traité différemment, se sentir défavorisé, avoir entendu des préjugés associés à la maternité ou des propos négatifs quant à la capacité des femmes à manager. Donc beaucoup de visages pour ce sexisme ordinaire. Et ce sexisme ordinaire est encore moins acceptable si l'on en croit les réponses des 18-34 ans. Là, on a 10 points supplémentaires par rapport à l'ensemble des femmes et l'ensemble des hommes sur « j'ai été témoin d'au moins un de ces comportements en entreprise ». Donc, la conclusion est simple, si les entreprises veulent rester en phase avec les attentes de ces jeunes actifs, il va falloir agir. Agir comment? Par exemple, en créant des référents parité en entreprise. C'est en tout cas la proposition qui arrive en numéro 1 quand on demande aux gens de choisir la priorité des entreprises. Troisième voie d'amélioration et pour les entreprises, valoriser les nouveaux managements. Pourquoi c'est si important de valoriser les nouveaux managements? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a un déséquilibre entre le nombre d'hommes managers et le nombre de femmes managers. Il y a beaucoup plus d'hommes et tout simplement, c'est parce que les femmes managers sont assez nombreuses à ne pas vouloir forcément continuer à manager. Il y a des freins, des choses qui vont les empêcher de vouloir continuer à conserver ce poste. Peut-être que les entreprises ne valorisent pas assez finalement les compétences qu'elles valorisent. Et quelles sont les compétences qu'elles valorisent? Eh bien, c'est davantage que les hommes
créer un esprit d'équipe, être organisé et savoir se remettre en question. Alors que les hommes ont tendance à davantage valoriser, faire progresser son équipe, protéger son équipe, voire avoir du charisme et du leadership. Donc des choses assez différentes malgré tout. Et la question est ouverte, hein. Est-ce que les entreprises sont plutôt aujourd'hui sur un mix entre les deux ou plutôt d'un côté ou de l'autre? En tout cas, ce qu'elles peuvent faire pour inciter les jeunes femmes, pour les motiver à rester managers, c'est déjà de sélectionner les jeunes femmes les plus à potentiel et puis surtout de les aider à évoluer dans ce poste, hein. Et ça, c'est la deuxième solution préférée des Français. Donc maintenant qu'on a vu tout ce que les entreprises pouvaient faire, toutes les actions qui étaient possibles, comment aller plus loin? Parce qu'effectivement, ça ne suffit pas. Et pour aller plus loin et pour accompagner les efforts des entreprises en matière de parité, un changement profond sociétal est nécessaire. Et là, il va être question de charge mentale, de rôle modèle et de biais de représentation de genre. La charge mentale, tout d'abord. Effectivement, la charge mentale va limiter un certain nombre d'actions que les entreprises ont pu prendre. Par exemple, le fait de favoriser le télétravail ou de mettre en place la semaine de 4 jours, eh bien, c'est quelque chose de positif. Ça donne davantage de temps privé pour les salariés. Et pourtant, si on est une femme et finalement on utilise ce temps pour les tâches ménagères, les enfants, et pas pour profiter, pas pour se ressourcer comme le font les hommes, eh bien on ne revient pas forcément travailler dans les meilleures conditions en étant ressourcé et en étant finalement au mieux. Il va falloir également que les rôles modèles proposés pour les femmes soient plus actuels et plus variés. Surtout plus actuels finalement. Mais là, comme vous voyez, en fait, on ne peut pas en tout cas se contenter d'attendre que les choses se fassent toutes seules et de se dire que de toute manière, dans chaque famille, il y a une femme qui occupe un poste à responsabilité et ça va permettre finalement d'encourager l'ambition des jeunes femmes. Non, c'est seulement 49%, donc une personne sur deux seulement. Et seulement 35% connaissent une femme dirigeante susceptible d'être admirée. C'est effectivement un peu plus auprès des jeunes générations, mais malgré tout insuffisant pour vraiment insuffler cette inspiration dont ont besoin les jeunes filles. Et on peut se demander aussi si le fait de tout cristalliser autour de Simone Veil et de Marie Curie, et de ne pas avoir de relais plus actuels des femmes, des figures féminines fortes, est suffisant également. Parce qu'effectivement, pour les hommes, certes, c'est Charles de Gaulle, Louis Pasteur et Nelson Mandela qui arrivent en premier, mais on retrouve également en mineur du Barack Obama, Zinedine Zidane, Thomas Pesquet, ce qu'on n'a pas pour les figures féminines. Et ça, effectivement, c'est le travail des médias, c'est le travail de la culture, par exemple en proposant des biopics sur des femmes plus actuelles. Et c'est aussi le travail de l'école de faire découvrir des femmes plus variées, plus actuelles et inspirantes. Le rôle de l'école est également de casser certains biais et représentations liés au genre, et notamment tout ce qui concerne les voies scientifiques. Aujourd'hui, on sait que les femmes et les filles ont tendance à moins aller vers des voies scientifiques. Ben, c'est pas surprenant quand on voit ces résultats, puisque l'école semble décourager davantage les filles que les garçons, alors qu'à l'inverse, elle encourage plus les garçons que les filles. Donc il y a vraiment un déséquilibre criant qui vient de l'école finalement. Les professeurs, les conseillers d'orientation finalement créent un cercle vicieux qui est après difficile de casser. Et ça, c'est vrai également auprès des 18-34, donc ce n'est pas seulement quelque chose d'une génération ancienne. Même là, les jeunes générations sont touchées par ça. Et c'est pas surprenant, du coup, que les femmes aient le sentiment que leurs chances de réussite dans la tech et le numérique sont biaisées. Elles pensent que les hommes ont plus facilement accès à ces métiers qu'elles et elles ne pensent pas autant que les hommes pouvoir y réussir. Même si tout ça est effectivement du ressort davantage de la société que des entreprises, les entreprises à leur échelle peuvent peut-être également agir en favorisant les CV anonymes et non genrés, notamment sur des postes ou des secteurs qui sont naturellement plus masculins au départ. En tout cas, c'est ce que pensent les Français, qui sont 44% à juger ce dispositif efficace pour faire avancer la parité. C'est un niveau relativement élevé, c'est le plus haut niveau qu'on ait pu noter dans cette étude. En conclusion, les entreprises ont un vrai rôle à jouer pour faire avancer la parité. Elles ont pour ça des outils comme l'index de l'égalité femmes-hommes, comme le fait d'être capable de combattre le sexisme ordinaire et être capable également d'encourager de la nouveauté en termes de management. Mais
Sans une transformation profonde de la société, ça va être limité. Et finalement, on a besoin de cette transformation profonde pour que les femmes puissent donner leur véritable potentiel. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Après cette étude très intéressante, nous allons maintenant passer à la séquence suivante. Elle ne pouvait pas être présente aujourd'hui, mais souhaitait tout de même prendre la parole pour cette belle journée. Je vous invite à écouter en vidéo Marie-Pierre Monnier, sénatrice de la Drôme, sur le thème des femmes en ruralité. Bonjour à toutes et tous. Alors tout d'abord, je vous présente mes excuses parce que j'ai eu des impératifs dans ma circonscription de la Drôme, en fait dans mon département, qui m'empêche malheureusement de me joindre à vous à l'occasion de ces assises qui sont impulsées par International Women Forum France sur le thème de la transformation. Et je vous transmets vraiment sincèrement tous mes voeux de réussite pour cet événement qui sera, je l'espère, riche, fécond en solutions pour briser le plafond de verre auquel malheureusement sont encore aujourd'hui confrontées trop de femmes. C'est donc à distance que je vais vous présenter en quelques minutes notre rapport sénatorial dont le titre est fort éloquent, Femmes et ruralité pour en finir avec les zones blanches de l'égalité. Celui-ci découlait d'un constat simple, c'est que l'égalité femmes-hommes est un impensé des politiques publiques en faveur des territoires ruraux. Parmi l'agenda rural qui a été proposé par le gouvernement en 2019, sur les 181 mesures, aucune ne concernait l'égalité femmes-hommes ni le sujet des femmes. Alors que pourtant c'est un sujet crucial parce que c'est pas moins de 11 millions de femmes qui vivent aujourd'hui dans les territoires ruraux, soit à peu près une femme sur 3. Nos travaux ont permis de dresser un large tour d'horizon de leur situation autour de 8 thématiques: mobilité, jeunesse, emploi, entrepreneuriat, situation des agricultrices, santé, violences faites aux femmes et engagement politique et public. Et dans toutes ces thématiques étudiées, il ressort un fil rouge. Malheureusement, c'est les territoires ruraux agissent comme un amplificateur d'inégalités entre les femmes et les hommes. Quelques-uns des constats auxquels nous sommes parvenus nous ont vraiment profondément marqués. La première thématique que je souhaite aborder est celle de la mobilité parce qu'elle s'est imposée comme la thématique phare de notre rapport. Centrée autour de la voiture, il faut savoir que en ruralité, c'est 80% des déplacements qui se font en voiture et qui laissent malheureusement une partie des femmes de côté. Elles sont seulement 80% à être détentrices du permis B contre 90% des hommes. Et par ailleurs, souvent, lorsqu'un ménage possède une seule voiture, eh bien, c'est bien sûr principalement l'homme qui l'utilise. Et sans voiture, les femmes vivant en zone rurale se voient ainsi freinées dans leur accès à beaucoup de choses, dont principalement l'emploi ainsi qu'aux services publics et sociaux. Quand nous faisons un rapport, nous faisons des constats, nous faisons une analyse et bien sûr nous essayons d'émettre des recommandations, des propositions. Parmi les propositions pour faire avancer les choses en termes de mobilité, nous pensons qu'il faut faire passer le code de la route à l'école, qu'il faut développer les transports publics et rapprocher certains services publics pour que la mobilité cesse d'être un sujet. En fait, il faut aussi développer le aller vers. Notre rapport a également abordé les inégalités d'insertion professionnelle et d'accès à l'emploi. Ainsi, les territoires ruraux enregistrent un différentiel de taux de chômage plus important entre les hommes et les femmes que les territoires urbains. Par ailleurs, 17,5% des femmes salariées qui travaillent dans une commune rurale occupent un emploi précaire contre 13,6% des hommes. Ce phénomène est lié à la faible mixité de l'offre d'emploi en milieu rural. Près de 20% de l'emploi féminin est consacré dans le secteur du soin et de l'aide à la personne, plus souvent pourvoyeurs d'emplois faiblement rémunérés et à horaires atypiques. À ce titre, il nous est apparu essentiel d'appeler de nos vœux à un meilleur équilibre femmes-hommes au sein des filières d'avenir, ainsi qu'à l'élaboration de diagnostics chiffrés à l'échelle de chaque territoire, permettant d'objectiver la situation. Cela
suppose aussi de s'attaquer à la racine du problème, car beaucoup se joue en réalité dès la formation initiale. Et les formations proposées dans les zones rurales relèvent en effet essentiellement de l'enseignement technologique et professionnel, et les jeunes filles qui y vivent optent souvent pour des parcours courts qui leur permettent de suivre une formation proche de leur milieu familial et de trouver par la suite un emploi en adéquation avec les offres d'emploi de leur territoire. À cela s'ajoute une persistance des stéréotypes associés à une forte autocensure qui conduit à des différences d'orientation entre filles et garçons plus marquées. Pour y mettre fin, nous avons préconisé plusieurs pistes visant à encourager les dispositifs de mentorat et à accompagner la mobilité des jeunes filles via le financement de séjours hors du territoire ainsi que l'attribution de bourses. Enfin, j'aborderai une dernière thématique qui vous est chère, celle de l'entrepreneuriat au féminin. En effet, en ruralité, les obstacles sont encore plus nombreux pour les femmes qui choisissent la voie de l'entrepreneuriat. Manque de moyens financiers, manque de reconnaissance et d'assistance institutionnelle, conciliation des temps de vie plus difficile bien sûr. C'est pourquoi nous avons proposé de renforcer l'information sur les dispositifs d'aide existants, de mettre en place un fonds dédié à l'entrepreneuriat au féminin ou encore d'améliorer la mixité au sein des instances consulaires et des organisations professionnelles. Depuis sa publication, ce rapport a permis de renforcer l'attention portée à ce sujet de politique publique. Lancement d'appels à manifestation d'intérêt pour encourager le travail associatif dans ces territoires, mise en place de politiques concrètes au niveau local inspirées par nos recommandations. Bien sûr, le chemin reste encore long à parcourir pour parvenir à l'égalité réelle, que ce soit dans nos territoires ruraux ou ailleurs. Après ces quelques mots de Madame la sénatrice, je vous propose d'accueillir pour notre premier échange Lucille Desjoncker, présidente des Assises de la parité, et Guy Lepéchon, associé gérant de gouvernance et structure, qui vont vous présenter l'étude d'IWS, les femmes dans les COMEX Conseil du CAC 40. Guy, vous avez fait une formation incroyable, vous êtes INSEAD et vous avez longtemps travaillé au sein du groupe Rhône-Poulenc. Et puis vous êtes devenu consultant pour la corporate governance, en particulier des grands projets d'externalisation informatique. Depuis l'audition publique de l'examen de la loi Copé-Zimmermann au Sénat, fin 2010, chaque année, vous présentez la situation des administratrices aux seules entreprises du CAC 40. Depuis 2 ans, vous avez élargi votre étude aux membres des COMEX, CODIR, à savoir des instances dirigeantes dans leur globalité, on reviendra dessus tout à l'heure, au sens de la loi Rixain. Je vous invite maintenant, Guy, à nous présenter cette étude qui sera évidemment diffusée sur le site des Assises de la parité. D'abord, bonjour à tous. Merci de m'avoir accueilli pour parler de cette étude. Je dois signaler que Engie a fait partie a été l'entreprise qui a souscrit des parts pour faire cette étude depuis plusieurs années. Je la remercie ici. Comme indiqué, le rapport sera disponible, ainsi que les transparents. On peut peut-être d'ailleurs passer à la première partie. Et il faut noter que les sources, essentiellement, sont publiques. C'est les rapports annuels des sociétés, éventuellement, quelquefois, les sites Internet, quelquefois société.com. Mais c'est disponible. Et je crois qu'il faut noter que la composition du CAC 40, dont on va parler, n'a pas changé de l'année fin 2002 à fin 2002. Juin 2002 et juin 2023. Donc, il y a des comparaisons qui sont intéressantes, alors que quelquefois, ça changeait à cause de la composition du CAC 40. Donc là, on va voir les changements. On vous écoute avec beaucoup d'intérêt, Guy. Alors, ce qu'il faut noter là, essentiellement, c'est qu'on va parler d'abord de la loi Rixain, ensuite du conseil d'administration. Et pour les lois Rixain, il faut noter que 22 sociétés du CAC 40
c'est des holdings, elles n'ont pas 1000 personnes. Donc juridiquement, elles ne sont pas concernées par la loi X1. Et puis il y a 4 étrangères non plus. Ce qui fait qu'il y a 26 entreprises qui ne sont pas concernées directement juridiquement par la loi X1, mais du fait de leur notoriété, je suis à peu près persuadé qu'elles chercheront à la suivre. On espère que la RSE les embarquera en ce sens. Le premier élément, peut-être que tu peux revenir en arrière d'un cran, c'est le nombre de membres par instance dirigeante. Alors c'est très bizarre, elles ont des noms, c'est pas juridique, donc elles ont des noms COMEX, CODIR, Top 50, etc., etc. Et vous voyez sur le graphique qui est là qu'on a une partie de quelques-unes qui ont moins de 10, et ensuite un gros paquet entre 10 et 20, mais on en a qui ont jusqu'à 60 membres, avec en particulier des responsables de filiales. Donc vous voyez, du point de vue féminisation, c'est pas tout à fait pareil si on a 8 ou 60. Bien sûr. Le taux de féminisation. Alors, le taux de féminisation, là, on a repéré de manière individuelle 827 membres de COMEX, CODIR ou équivalent. Ce qu'il faut noter, c'est qu'en moyenne, c'est 17,5%. Mais attention, je le dis toutes les fois, les moyennes n'ont pas grand sens. Il faut regarder la distribution. Et vous voyez, il y en a encore une qui n'a aucune femme. Ensuite, il y en a un certain nombre, 3 qui ont moins de 10. Puis ça oscille entre 20 et 30. Et il y en a qui sont déjà très bonnes, à près de 50%. Donc c'est hétérogène. Il faut noter, donc s'occuper de celles qui sont les moins bonnes, les bonnes cachant les bonnes cachant les mauvaises. Oui, donc il y a encore quelques mauvais élèves dans le CAC 40 et suivre l'exemplarité des bons. Type de poste par fonction. Maintenant. Alors comme on a suivi chaque personne, on a regardé les postes. Et ce qui est intéressant là, c'est que vous voyez de manière classique que les postes opérationnels, quand on regarde, bien le pourcentage de femmes est assez faible, de l'ordre de 20%. Plus on monte dans les postes de support, et en particulier le plus, c'est la communication. En communication, 70% des postes sont occupés par des femmes. Remarquable aussi, si tu peux revenir, c'est que dans le domaine du numérique, on a déjà 30% de femmes. Petit problème technique, c'est que quand j'avance, il ne se passe rien. Bon, bah, tu vas nous lire ton slide alors. On a quand même, dans le numérique, 30% de femmes qui occupent ces postes-là, ce qui est intéressant et encourageant, puisqu'on sait que c'est difficile d'en trouver, mais on voit que les entreprises qui s'y consacrent peuvent trouver des femmes qualifiées. Et on sait que le problème, ce n'est pas de trouver les femmes qualifiées, Guy. On les a. C'est-à-dire, il y en a, mais il faut les chercher. Alors, quelques recommandations pour les aspects COMEX-CODIR. Premièrement, chaque entreprise doit bien définir de quoi on parle quand on parle de COMEX-CODIR et d'instances dirigeantes, puisqu'on a vu que c'est très varié. Et également, il ne faut pas oublier que dans la loi X1, il y a un deuxième ensemble qui sont les cadres juridiques, les cadres dirigeants au sens juridique et qui doivent aussi respecter la loi X1. Donc, ne pas les oublier. Évidemment, les sociétés en retard, il faut qu'elles fassent un plan et qu'elles le suivent. Et en particulier, il faut qu'elles donnent assez tôt à des femmes des postes opérationnels de manière à monter le pourcentage de femmes dans les COMEX-CODIR occupant des postes opérationnels. Et enfin, il ne faut pas oublier les hommes, parce que naturellement, il y a des hommes qui espèrent monter dans les COMEX-CODIR et qui sont peut-être limités à cause de ce qu'on vient de dire, et inversement, il y a des hommes qui sont déjà dans les COMEX-CODIR qui seront amenés à en partir. Donc il faut que l'entreprise pense beaucoup à eux si elle ne veut pas avoir des hommes aigris. Et puis, des très bons éléments qui quittent l'entreprise. C'est un vrai souci RH qu'il faut exprimer aujourd'hui. J'en suis heureuse et sensibiliser les entreprises à ce sujet parce qu'il y en a beaucoup d'hommes qui se sentent un peu sacrifiés en ce moment. Ils risquent de l'être. Iggy, une chose importante. Sur Internet, on voit que la loi X1, c'est mars 2027 et en fait, c'est mars 2026. On est bien d'accord pour les 30%. Dans la loi, c'est un article 14 de la loi X1. C'est un article 14. Bon, ce qu'il faut noter, c'est que notre cabinet a lancé une enquête ouverte aux sociétés et aux DRH en particulier, des sociétés qui sont soumises à la loi X1. C'est un questionnaire pédagogique auquel ils peuvent répondre et je les encourage vivement à le faire. Je cherche d'ailleurs un sponsor pour faire une campagne téléphonique pour qu'ils puissent y répondre. Pour eux, c'est un benchmarking et ça donnerait une idée, non pas où ils en sont en chiffres, mais qu'est-ce qu'ils prévoient de faire pour y arriver. Très bien. Alors, on va passer au conseil d'administration. Voilà.
Alors, où en sommes-nous parce qu'on a quand même quelques années de recul maintenant. Ça va être Alors, intéressant. pour le CAC 40, ce qu'il faut noter, c'est que la gouvernance change aussi et on a une tendance actuellement à avoir moins de PDG et plus de conseils de surveillance et directoires où DG et président du conseil. Ça joue. Malheureusement, comme on le sait, actuellement, il y a une seule femme qui est PDG, il y a une présidente de conseil de surveillance et 3 femmes qui sont dans direction générale. Donc là, il y a un progrès très net à faire. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il existe aussi, pour pas mal d'entreprises qui, en particulier, ont des PDG, un administrateur référent. Et Ça serait bien que tu expliques un petit peu l'administrateur référent, parce que je suis certaine et que l'administrateur référent est en somme là pour aider le PDG, l'administrateur président du conseil, à faire la liaison avec son conseil et avec les parties prenantes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a, dans ce cas-là, on en a 20 référents dans le CAC 40, et il y a 7 femmes, donc on est à 35%, ce qui est bien. c'est bien. Enfin, le nombre d'administrateurs a eu tendance à baisser. Il était très étendu. Maintenant, en moyenne, on est entre 8 et 20. Ceux qui sont élevés, c'est souvent parce qu'il y a les participations d'État avec des règles particulières. Alors maintenant, il faut regarder combien on a de postes féminisés. Parce qu'un poste féminisé, là, on en a, c'est stable actuellement. On en a 229 sur 492, donc on arrive effectivement aux 46%. Je reviendrai sur le détail ensuite. Et il faut noter que des femmes peuvent avoir plusieurs postes, donc il y en a moins. Les femmes physiques, il y en a un petit peu moins, il y en a simplement 200 et quelques. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'en tout cas dans le CAC 40, quoique les médias ont tendance à le dire, elles sont peu cumulardes. Il ne faut pas exagérer sur ce point. Oui, c'est vrai qu'il y avait une légende sur le sujet. C'est-à-dire les médias interagent les plus connus ont souvent plusieurs postes. Mais ça ne veut pas dire que c'est général. Alors le taux de féminisation. Là, le taux de féminisation, c'est difficile d'obtenir. Encore la technique qui fait défaut. On peut noter la même réflexion, c'est que la moyenne est bonne, on a les 46 et quelques %, mais il y a encore 2 entreprises et des sociétés étrangères qui sont en dessous de 40%. Après, on a un gros paquet entre 40 et 50, et près de la moitié qui ont déjà 50. Donc, on peut se féliciter de ce point de vue-là. Bravo les quotas, qui sont une grande source d'inspiration pour l'Europe, comme on le sait. Oui. Alors ensuite, on peut regarder pour les administratrices quelles sont leurs caractéristiques. Alors, dans le rapport, on a le détail, je vais citer quelques points. Premièrement, est-ce qu'elles sont indépendantes? Comment elles sont liées à l'entreprise? 80% sont indépendantes. Les autres, c'est en dessous de 10%, c'est les représentantes de fonds, c'est les représentantes de famille, c'est des actionnaires salariés ou c'est quelques directrices. C'est assez rare en France, les directrices. Ensuite, quel est le profil général des administratrices? En gros, 50%, elles ont été opérationnelles, elles ont une expérience opérationnelle. Ensuite, c'est la finance et le conseil par les fonds. Et nettement après, la technique et la production, on en a parlé, sachant que certaines qui ont été opérationnelles ont une formation d'ingénieur. Donc, il faut un petit peu nuancer. Et enfin, en très bas, on trouve commercial, marketing, RSE et juriste. Les résultats sont plutôt encourageants. Alors, c'est encourageant, mais la recommandation qui est faite, c'est d'essayer de diversifier plus les origines de postes, en particulier dans le domaine technique, on en a parlé. Alors, un article 8 de la loi Copé-Zimmermann est peu connu, mais il demande au conseil d'administration chaque année d'examiner le rapport de situation comparée hommes-femmes. Et quand on regarde dans le rapport annuel, on voit qu'il y en a seulement 60% qui disent avoir fait ça. Ceci fait penser qu'actuellement, on a l'index Périco, on a la loi Rixin, et puis on a la loi Copé-Zimmermann qui tous s'occupent du même sujet. Je pense que les malheureux DRH souffrent un peu et qu'il y a peut-être une réflexion sur la manière d'éviter des doubles emplois et des doubles travaux à cause de 3 lois qui se combinent. Alors, quelles sont les recommandations pour les conseils? Pour les sociétés du CAC 40, bon, c'est plus tellement en nombre qu'il faut parler, mais surtout des plus jeunes, on le verra. C'est pas dans les sociétés du CAC 40, on peut sans doute pas être très jeune, mais on peut améliorer. Dans le domaine RSE et scientifique, et également au point de vue international. Et quand on regarde l'international, c'est essentiellement plus de 50%. Ce sont des Françaises, le reste c'est l'Europe.
sans l'Angleterre. Et puis ensuite, c'est très bas. Et je pense que les entreprises qui veulent travailler dans des pays asiatiques, etc., doivent monter le niveau dans ce domaine. Et pas forcément d'une part, la nationalité n'est peut-être pas suffisante pour qualifier, parce que quelqu'un peut avoir une nationalité brésilienne et être parti du Brésil il y a très longtemps, mais les compétences de connaissance du pays, et y compris des personnes qui habitent en France ou en Europe. Alors maintenant, il y a une nouveauté, c'est la directive européenne qui est parue en fin de l'année dernière et qui dit que les sociétés cotées européennes de plus de 250 personnes doivent avoir l'équivalent de la loi Copé-Zimmermann, 40% dans leur conseil. Alors, en gros, je pense que les sociétés françaises n'ont peut-être pas trop de problèmes, puisqu'elles ont la loi X1 qui les a fait progresser. Par contre, la France doit aussi rendre compte à la Commission européenne où on en est. Or, où on en est, on connaît assez bien par les études, on connaît assez bien ce qui se passe sur le SBF 120 et le CAC 40, mais on ne connaît pas en dessous des sociétés. Moi, je l'ai fait pendant un certain temps, mais c'était trop lourd. Et puis, on ne connaît très peu de choses sur les non-cotés. Donc, il y a un travail au niveau des ministres, et en particulier celle qui nous a accueillis aujourd'hui, pour regarder comment on va pouvoir mesurer cela sérieusement et rendre compte à la Commission européenne. Tu es en train de nous dire que maintenant, il va y avoir un moyen de vérification, de voir que les entreprises, au-delà du SBF 120 et les ETI non cotés, vont donc indiquer où ils en sont, parce qu'on croit savoir qu'ils ne sont pas du tout aux 40%. Là c'est un peu le flou, disons. Mais oui, il y a un dispositif à mettre en place. C'est très bien. Et la France est numéro 1, donc elle inspire l'Europe et on peut s'en réjouir. Alors, je voudrais conclure en disant que ce qui compte pour moi, ce n'est pas tellement de respecter les lois, c'est que grâce à l'arrivée de femmes compétentes, les conseils d'administration soient meilleurs, et étant meilleurs, il y a de fortes chances que les entreprises soient meilleures. Mais ce n'est pas de fortes chances, Guy, c'est certain. Oui. Ce sera le mot de la fin. Bon, les femmes et des hommes, c'est de la performance, comme on le sait. Les méta-études, disons, ne montrent pas une causalité complète et forte entre le nombre de femmes dans les conseils et la performance de l'entreprise. C'est une discussion qui mériterait un débat ici, une fois. Je pense qu'on va avoir des chiffres très intéressants avec le temps qui passe. Merci de votre attention. Merci, Guy, pour tes travaux très intéressants. Merci. Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour lutter contre les inégalités. Parce que le monde change et que les femmes aussi en sont les architectes. Parce que nous avons besoin de modèles inspirants pour atteindre les objectifs de parité. Pour que ce sujet n'en soit plus jamais un. Pour réussir cette transformation, il nous faut de l'ambition. Sur tous les sujets qui comptent, c'est à nous d'agir. Ensemble, faisons bouger les lignes.